Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Comme chaque jeudi désormais, Francette Rosamond, bonjour. Bonjour à tous. Directrice de Interentreprise et qui revient de Guyane, justement de l'Amazon Caraïbes. Voilà, qui revient de Guyane hier soir et encore j'ai testé comment c'est compliqué de se déplacer en avion dans notre région. Le vol est arrivé à dépasser 23 heures et c'est mortel quoi. Oui. Donc c'est vrai que cette ligne entre la Guadeloupe et la Guyane est très rentable pour l'unique opérateur, mais bon, il faut la développer quoi. Il faut pas rester comme ça. Il faudrait peut-être un petit peu de concurrence peut-être. Les opérateurs, Air Caraïbes a fait sa présentation aujourd'hui, on lui a redemandé pourquoi il ne se repositionne pas. Il dit qu'avec 2 opérateurs, le marché n'est pas suffisant. Parce qu'effectivement, le ciel de la Caraïbe n'est pas ouvert. Il faut savoir que quand par exemple on descend en Guyane, les avions auraient pu prendre des passagers à Trinidad ou autre, mais c'est impossible aujourd'hui parce que les opérateurs français n'ont pas le droit d'atterrir et de prendre des passagers dans ces pays-là. Et il n'y a aucune possibilité que ça change un peu? Il faut que à Bruxelles et puis aux États-Unis, que les gens qui sont chargés de l'aviation civile mondiale se penchent sur la question. Mais aujourd'hui, le marché de la Caraïbe c'est pas un marché. Il n'existe pas. Voilà, pour eux, c'est peanuts. Et c'est nous qui devons aller porter ça et il faut le faire. Quoi, parce vous n'avez jamais essayé d'aller à la Jamaïque? C'est très compliqué. Alors, pour aller à la Jamaïque, je prends plus de temps pour aller à Kingston, en Pointe-à-Pitre, que d'aller à Londres ou à Bruxelles ou en Italie. Il faut 2 jours. Il faut être très clair. Les droits de trafic sont négociés au niveau de l'Europe, donc à Bruxelles, et au niveau des États-Unis. Ça ne se passe pas avec les États de la Caraïbe. Donc, il faut porter ces dossiers-là à ce niveau-là. Tant que nos politiques n'ont pas compris ça, on ne sera toujours, excusez-moi l'expression, emmerdés. Ah oui, pour emmerder, je sais. Même pour aller à Barbade, il faut quelquefois s'arrêter à Antigua, alors que Barbade est tout près. C'est incroyable. Pour aller à Miami, il faut s'arrêter. En Haïti, il n'y a pas de vol direct quelquefois. Enfin, c'est une complication. Mais il y a des choses qui bougent en ce moment. Ça bouge quand même? Parce que j'ai cru comprendre un moment qu'il y avait un conglomérat d'opérateurs Air Antilles et Air France qui essayaient de faire bouger les lignes. Il y a des choses, parce que de toute façon, aujourd'hui, en termes économiques, et on le voit à travers ce que nous faisons désormais dans cette chronique Amazon Caraïbes, mais aussi à Interentreprise, il n'y a plus de micro-marchés, de petits marchés. Oui. Les grands opérateurs internationaux ont besoin aujourd'hui d'aller partout. La semaine dernière, je parlais des lunetiers. C'est pareil pour les romiers qu'on va voir tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive de manière plus fluide avec des marchandises et avec des personnes. Les marchandises, ça s'améliore parce qu'avec l'ouverture du canal de Panama, il y aura des choses qui sont des nouvelles lignes qui sont en train de se mettre en place. Mais au niveau du trafic aérien, il faut que ça s'améliore. Et ça va bouger parce que l'économie tire tout. Absolument. Voilà. C'est bien le cas de le dire, il va falloir bouger les lignes, faire bouger les lignes aériennes. Alors, on va parler un peu de l'agence, l'AFD, qui finance beaucoup la rénovation urbaine dans la région Pointe-Croise et Abimienne. Et j'imagine qu'en Martinique, en Guyane, ça va être pareil. Et Rachi également. Et donc, ils sont en train de lancer un cycle de conférences pour pouvoir sortir le 5 décembre à Paris un document pour pouvoir peser sur les prochaines élections présidentielles par rapport au développement économique des territoires outre-mer. Alors, ils ont commencé fin août avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, donc 2 jours de réflexion qui ont sorti un possible modèle. Ça vient de s'achever hier en Martinique. Ça va se passer en Guadeloupe le 13 octobre, je crois. D'accord. Et puis en Guyane, ce sera le 28. Alors en Martinique, 3 gros constats en fait. Aujourd'hui, enfin, l'ensemble des opérateurs semblent d'accord pour se dire, que le modèle économique basé sur les transferts sociaux est mort. Enfin, je dis qu'il est mort, mais en tout cas, il a l'agonie. L'agonie est presque achevée, donc il faut en trouver un nouveau. Donc plus personne ne semble s'appuyer uniquement sur les transferts et l'État-providence français. Deuxièmement, une forte volonté exprimée par tous qu'il faut s'inscrire dans la zone Caraïbe, il faut coopérer, il faut trouver des voies et moyens, et ce n'est plus comme avant que la coopération, culturelle, etc., ou politique. Non, maintenant, on veut du gagnant-gagnant et en plus avec des acteurs économiques. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et troisième bonne nouvelle,
tous s'appuient et on pense que c'est un vrai relais de croissance avec les énergies renouvelables. Donc la transition énergétique, la géothermie, l'éolien, le solaire, etc. Donc, mais Français, il faudra renouveler les accords, les renégocier les accords économiques entre notre région et la Caraïbe. En fait, notre région Caraïbe. En fait, les accords APE, accords de partenariat économique, sont en renégociation au niveau de Bruxelles. Donc là aussi, il faut qu'on pèse dessus. Il y a eu un état des lieux qui a été fait, je crois que c'est début d'année, et qui montrait qu'effectivement, il n'y avait pas eu grand-chose sur les deux précédentes programmations. Mais maintenant, aussi bien les opérateurs de la Caraïbe que nous avons besoin de changer la donne. Donc, moi, je considère qu'à partir du moment où le porte-monnaie et puis l'estomac commence à être creux, les choses bougent. Est-ce que les politiques en ont conscience, Français? C'est vrai que nous sommes aussi bien dans une génération de transition au niveau politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont historiques et qui sont encore sur les schémas d'anciens, qui réclament à l'État français, etc., etc. Bon. Et puis, il y a quand même de jeunes personnels politiques qui émergent et qui se rendent bien compte qu'il faut sortir, qu'il ne faut plus rester là à pleurer, et même au niveau de l'Europe, qu'il faut savoir actionner des fonds autres que les fonds européens classiques, c'est-à-dire les 4 qu'on connaît, FEDER, FSE et puis FEADER. Il faut sortir de ça. Donc, c'est toujours pareil. Mais je crois à l'accélération des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a encore qui tiennent un discours qu'il faut que l'État aide, mais comme l'État n'a pas d'argent et que la population est telle qu'elle est, il faudra bien aller chercher des solutions ailleurs. Voilà. Donc, quel rôle l'AFD peut jouer dans cette nouvelle ouverture des frontières ou des esprits? Quand on regarde, l'AFD, donc l'Agence française de développement, est en quelque sorte un expert du financement, mais aussi de la réflexion. C'est par exemple eux qui ont fait les études Sérum, vous savez, ces études avec l'INSEE, avec l'IEDOM, pour un peu poser les économies des territoires. Et là, ils se lancent dans un cycle pour permettre aux gens de réfléchir ensemble. Parce que là aussi, c'est une nouvelle manière. Donc de se dire, nous sommes tous Guadeloupéens, nous sommes tous Martiniquais, nous sommes tous Guyanais, etc. Comment on peut faire, quel que soit le bord politique, de imaginer et penser ensemble et dans la continuité, que ce n'est pas parce qu'on va changer de couleur politique un jour que du coup on fait quoi surtout et on recommence. Et là, je trouve que cet acteur-là, qui a de bons experts dans ses rangs, aussi bien au niveau de nos régions, mais aussi au niveau international, vu que l'AFD finance aussi le développement économique supporté par la France pour les autres États du monde. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Maintenant, c'est nous qui devons nous mettre en mouvement. L'AFD va permettre de rassembler les esprits et de poser un document. Mais document, on peut y vivre tout seul. Donc après, c'est à nous de l'habiter en quelque sorte. Et en fait, c'est là le grand enjeu dans chaque territoire qui peut habiter et porter cet enthousiasme nécessaire pour demain. 13h08, c'est l'heure du pont, si on va parler du rhum. Oui, on va parler du rhum. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé dans Amazon Caraïbes de parler d'un marché en mutation, que nos rhummiers qui sont sur un secteur en développement, ils se retrouvent obligés de muter rapidement. Par exemple, pourquoi? La demande mondiale en rhum se développe, principalement sur le vieux. Deuxièmement, les producteurs des Antilles se sont concentrés essentiellement sur du blanc. Donc aujourd'hui, 75% de leur volume d'activité, c'est du blanc. Donc, ce qui veut dire qu'à terme, s'ils ne bougent pas, ils sont morts. Ils sont sortis du marché. Donc, depuis 2 ans en Martinique et cette année ici en Guadeloupe, par exemple, Damoiseau est en train d'inaugurer un gros chèque qui va lui permettre en fait de gros investissements pour pouvoir avoir à terme, je regarde le chiffre pour ne pas me tromper, 10 000 fûts alors qu'il en a 3 000 fûts de vieillissement aujourd'hui. Comment il s'appelle aussi, Longto prévoit d'ouvrir un chai en 2018. Il y a Bologne qui vient de passer à 1500 fûts, 2800 fûts, puisqu'il a rajouté 1500 fûts. Donc vraiment une stratégie très volontariste vers le rhum vieux parce que c'est ça qui porte le marché. Et puis, ils constatent aussi, pour leur marché, qu'au niveau local, érosion de 2% par an depuis 10 ans, ce qui veut dire qu'on boit de moins en moins de rhum chez nous. Alors ça c'est curieux, le champagne augmente, le rhum descend. Voilà, le rhum descend. Et deuxièmement, au niveau français, il y a une grande bataille pour augmenter les contingents, c'est-à-dire ces volumes d'alcool pur pour permettre de vendre sur le territoire. Ils sont à un certain niveau, mais c'est plus suffisant pour pouvoir, parce que là aussi, en France, le marché se développe, mais pour l'instant, la progression est captée par les acteurs mondiaux, vu que les acteurs antillais n'ont pas assez de capacité de vente. Mais alors, François, juste une petite question.
notre rhum, quand même, Guadeloupéen Martiniquais, il a un marché en France ou en Europe. Oui, parce que... Il est coté, j'ai même pas ça, il est coté. Oui, les rhums des Antilles et aussi de la Guyane, vu qu'en Guyane, il vient d'avoir un énorme investissement sur l'unique distillerie qui commence sa première grosse récolte, 10 millions d'euros quand même d'investissement. Et donc, oui, il y a un marché parce que le rhum des Antilles, repéré comme un rhum AOC, donc comme un grand cognac, un grand armagnac, en fait, tous ces grands rhums, c'est un produit premium et qui représente 2% du marché, ce qui n'est pas rien, un marché mondial. Et ils font de belles performances à l'export. Maintenant, pour pouvoir arriver à se bagarrer dans ces eaux-là, parce que les acteurs internationaux ont eux aussi constaté que le vieux est de plus en plus consommé, donc ils commencent à balancer aussi leur quantité, et c'est pas 1000 fûts, c'est des millions de fûts qu'ils ont. Et donc, ils sont obligés de se tourner vers les barman. Et moi, je trouve ça formidable. Avant, les gens vendaient leur rhum, voilà, ils ne s'intéressaient pas aux barman. Aujourd'hui, ils sont conscients que les barman utilisent pour faire leur cocktail toutes sortes de choses, sauf les rhums. Donc, pour pouvoir les remettre dans le rang et ne pas sortir du marché, eh ben, ils sont en train de faire des concours pour les barman ici, en Europe, dans le monde, et ça marche. Donc, c'est une stratégie qui est vraiment en train de se faire parce que s'ils ne font rien, eh ben, il n'y aura plus de rhum des Antilles. Carrément. Donc, voilà. Quels sont nos prochains, le plus, j'allais dire, plus importants adversaires en matière de rhum? Quoi, les Cubains à Cuba? Il y a des rhums partout. Par exemple, j'ai appris que l'Inde est un grand producteur et consommateur de rhum. C'est l'un des premiers. Alors que je n'aurais jamais imaginé. Parce qu'en fait, il y a de la canne dans tous les pays, un peu comme nos températures. Donc, dans toutes les parties du monde où il y a ce genre de climat, il y a du rhum qui, principalement, est autoconsommé. Enfin, il n'exporte pas beaucoup. Mais les gros faiseurs, c'est les États-Unis. Donc, voilà. Il y en a au Brésil. Le Brésil, c'est un gros producteur également, vu qu'ils sont un gros producteur de sucre. Et donc, si on veut rester dans la cour, et on a des vraies chances, eh ben, il faut que l'ensemble des filières s'organisent et puis qu'il y ait, par exemple, un meilleur revenu. La question est un peu différente en Martinique et la Guadeloupe. La Martinique manque de canne. Et donc, il y a un vrai sujet. J'ai vu passer récemment une autorisation d'importation de canne. Alors, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder ça. Est-ce qu'elle vient de la Guadeloupe, qui, elle, a beaucoup de canne? Voilà. Et pareil, les revenus des planteurs, qui sont en fait les premiers à travailler, ils sont peut-être pas les plus riches de l'histoire. Ça c'est clair. Il y a beaucoup de difficultés, surtout avec la réduction des quotas, vous savez, de 2017. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une vraie mutation de marché en cours et qu'il faut que les choses, que chacun tire son épingle du jeu sur un marché en mutation et qu'il y a des vraies chances de performance. D'accord. Alors, la semaine dernière, vous allez parler un peu de la loi du travail avec, entre guillemets, ses bienfaits. Voilà, donc on continue un peu. Sur le même registre. Vous savez qu'il y a eu une grosse manifestation encore aujourd'hui. Il y a eu près de 100 000 personnes dans les rues en France. Absolument, absolument. Parce qu'en fait, la loi travail, il y a tellement de choses dedans qu'on ne parle en fait que ce qui pose problème, c'est le temps de travail, les négociations des entreprises et puis l'inversion de la norme. C'est-à-dire que désormais, ce qui sera décidé dans les entreprises sera plus fort que ce qui a été signé par les représentants syndicaux, les accords de branche, etc. Donc, voilà, c'est des luttes de pouvoir, mais n'empêche que dans cette loi, il y a des choses, et donc ce dont je vous parle aujourd'hui concerne des dispositions prises par rapport au sexisme, dans les entreprises. Et donc jusqu'à présent, n'étaient sanctionnés que les faits. Or, désormais, sont également sanctionnés les agissements. C'est-à-dire que si tu croises et que tu fais un petit machin sous l'épaule et que la personne n'est pas d'accord, eh ben voilà, c'est un agissement qui peut être sanctionné. Carrément. Et en plus, dans la loi, c'est très clairement écrit pour la fonction publique. C'est-à-dire qu'il y a un paragraphe précis qui dit tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet et pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant dans la fonction publique est sanctionné. Donc moi je trouve ça lumineux. Et puis autre chose très importante, nous qui sommes dans les technologies, à partir des négociations annuelles obligatoires de 2017, de janvier 2017, ce qu'on appelle les NAO. Voilà, les partenaires sociaux devront négocier sur le droit à la déconnexion. C'est-à-dire, vous savez que de plus en plus,
on travaille tout le temps, quoi. On peut être appelé le soir, le week-end, pendant les vacances, etc. par son patron. Et si on répond pas, on peut être mis à l'index. Désormais, il y aura un droit de se dire non, je réponds pas quand je suis preneur de travail. Mais il y a un timing, enfin, un mouvement. Non, mais voilà, ça doit se négocier. Ça doit se négocier. Voilà. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et je pense qu'effectivement, le développement des technologies fait qu'on n'a plus de vie familiale, on n'a plus de vie active, les frontières privées, on s'appelle à n'importe quelle heure pour vérifier un fax, un mail, recevoir un mail ou envoyer, etc. Exactement. Donc les frontières sont devenues tellement poreuses qu'on soupçonne que c'est entre autres ce qui peut expliquer des burn-out, des situations vraiment pas faciles en termes de travail. Donc il y a ça désormais qui est rajouté dans les négociations à bien obligatoires. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bien, l'Amazone Caraïbe, on va vous saluer, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci d'être venu et puis à très bientôt. À très bientôt. Amazone Caraïbe avec Francette Rosamond d'Interentreprise.